Alors, en tout cas, difficile de passer après Alain. Hein. Oui, donc, ça, c'est les petits boutons pour appuyer. Non. Là, pour faire avancer. Oui, voilà. Flèche verte. Alors, moi, je suis Éléonore Euclier, je suis architecte et j'ai créé cette matériothèque à Nantes en 2018. Et j'avais besoin, pour étendre sur les secteurs d'activité, un pôle mode. Et Simon est venu me rejoindre. Non, il faut que tu appuies sur le menton. Non, ouais, ouais. Il faut que tu appuies. Non, il faut que tu appuies sur le menton. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bon, j'ai compris. Oui, donc moi je suis styliste modéliste chaussures et j'ai créé mon agence, la Boîte Bienfaite, il y a 2 ans. Ça fait 22 ans que je travaille dans le secteur de la mode et j'ai une spécialisation dans la formulation de biosourcés, sur les matériaux biosourcés, notamment les élastomères pour trouver des solutions pour réduire la part de pétrochimie dans l'industrie de la mode et du design. Voilà. Alors, l'objectif de cette matériothèque, c'était de répondre à des besoins assez récurrents et permanents d'agences d'architecture, de design, de grandes marques aussi, et de pouvoir présenter des produits à la fois innovants et en même temps des produits qui sont quelquefois absolument incontournables et surtout des choses qui sont quelquefois très brutes, mais surtout de pouvoir présenter un maximum de matières et de matériaux qui sont, aujourd'hui on les a tous recensés, on a 400 fabricants et 300 fabricants, où on se met à jour de façon permanente pour pouvoir présenter un maximum de choix à nos clients et de pouvoir aussi trouver des solutions à leurs projets en faisant aussi du sourcing personnalisé. Donc notre mot d'ordre, c'est vraiment que ce soit à la fois des designers confirmés, que ce soit des agences d'architecture, que ce soit des grandes marques et nos étudiants. On part du principe qu'il faut partir de la matière pour créer. On ne doit pas concevoir sans vraiment avoir à la base choisi les matières, ce qui en général ne se passe pas tout le temps comme ça. Donc évidemment, nous sommes en veille permanente et nous faisons des sourcings sur des sujets quelquefois qui nous sont demandés, qui sont pas forcément ce qu'on a forcément à la base, mais on élargit le plus possible suivant nos clients, la demande de nos clients, ce qui permet à la fois d'enrichir notre matériothèque. Alors là, c'est un petit résumé des secteurs. Donc on est autant dans la construction et l'aménagement extérieur, tout ce qui est revêtement de sol aussi, l'aménagement intérieur, le design, le textile d'ameublement, tout ce qui est matière biosourcée et issue du recyclage, édition, packaging, emballage, mode, bioplastique et transformation. Donc la matériothèque se situe dans une manufacture aujourd'hui à Nantes, sur un espace de 1500 mètres carrés. Nous sommes entourés d'artisans, d'architectes, de designers, de scénographes, et on partage leur expérience avec eux. Donc quelquefois ils font des choix chez nous, mais en tout cas on a des retours, donc ça c'est vraiment intéressant. Ils sont capables aussi de faire du prototypage dans tous les secteurs, bois, métal, tapisserie, impression 3D. Et on est vraiment dans le réel, et ça c'est vraiment important. On n'est pas juste une vitrine, en tout cas on prend connaissance aussi de nos matières. Et donc nous accueillons donc très régulièrement, donc on a chaque année entre 200 et 300 personnes qui passent, qui ne sont pas forcément là pour concrétiser autour d'une mission, qui sont là en tout cas pour découvrir le site et les choses qu'on peut leur proposer. Et nous avons vraiment tous les styles de clients, puisque nous répondons à tous les secteurs. Et nous enseignons aussi dans des écoles justement
à des étudiants et on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin de toucher, de comparer, où on leur montre exactement tout ce qu'on peut travailler. En tout cas, pour eux, c'est une vraie découverte, même en 5e année. Hein. Donc c'est pour ça qu'on essaie de les avoir le plus tôt possible pour qu'ils soient déjà dans une démarche, d'une réflexion responsable. Donc on est beaucoup de vocabulaire. On emploie beaucoup de vocabulaire et on est très pédagogue sur les termes employés. À chaque fois, quand on fait une réflexion éco-responsable, ou en tout cas une création, on les emmène vraiment on leur donne une méthode de réflexion qui est quelquefois la base et qui n'est inéluctable. Donc ça, c'est un schéma qui est lié au végétal, mais évidemment, c'est exactement la même chose pour toutes les autres matières. Donc le principe, c'est qu'on on s'impose nous aussi, on étudie chaque produit et on étudie son cycle de vie. C'est ce qu'on enseigne aussi, à savoir qu'on part de l'origine, que ce soit extraction, récolte, de la transformation, de l'usage, jusqu'à la fin de vie. Et on demande, et en tout cas on informe nos clients aussi, qu'ils fassent un projet en fonction d'une fin de vie. Ça, c'est la base, puisqu'aujourd'hui, maintenant, alors, il y a ce qu'on peut appeler le réemploi, mais toute construction, tout projet d'aménagement intérieur, tout produit a une fin de vie, et donc ça doit être déjà prévu à l'avance. Ça, c'est la règle. Voilà, j'ajouterais à ça, on peut avoir un produit en fait qui est vertueux, par exemple quelque chose à base de chanvre ou à base de lin. Le problème, c'est toujours en fait les cols, les liants qu'on va utiliser et en fait qui ne vont pas forcément favoriser la fin de vie du produit. En fait, on a beaucoup, notamment dans le secteur de la mode, notamment la chaussure, on parle beaucoup de chaussures dites véganes ou des voilà. Ça n'en reste pas moins des produits qui sont collés et donc difficilement recyclables. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui commencent à se mettre en place, mais on en recycle quand même encore très 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 peu. Et le problème des cols, c'est que le produit est souvent souillé, la matière va être souillée par la colle et donc absolument inrecyclable derrière. Donc il y a des projets, mais on n'y est pas à grande échelle encore aujourd'hui. Donc voilà, une vraie marque écologique aujourd'hui en chaussures, on n'y est pas encore, tout à fait. Alors en architecture et en aménagement intérieur, c'est exactement le même sujet, c'est une énorme préoccupation. Donc tous les sols collés, évidemment, ne sont pas recyclables. Ils ont beau être très très vertueux comme le lino, une fois collés, c'est pas possible. Beaucoup d'aménagements intérieurs, en ébénisterie, en agencement, il y a beaucoup de colle. Donc on a des solutions, des colles végétales, sauf que ça met 4 heures à sécher, et donc là, c'est pas possible. Donc on est parfaitement au courant, conscient que tous les fabricants mettent tout en œuvre pour trouver des colles ou des résines végétales ou des liants à base de résines végétales. Mais ça, c'est vraiment la condition de base maintenant dans nos choix de matière et la mise en œuvre. Donc ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas encore, qui a un avenir de réflexion et en tout cas de mise au point. Donc, mais tout le monde est sur ces sujets-là. Donc évidemment, éco-conception, ça veut dire que quand on a un produit, c'est pour ça que nous, on est vraiment très sensible au fait qu'on a une matériothèque physique. C'est pour venir toucher. Et on sait très bien qu'un même produit aura une déclinaison en épaisseur, en couleur et en caractéristiques techniques. Et ça fait partie aussi du boulot, de notre boulot. Donc là, on a un vrai sujet. C'est qu'on a beaucoup autour de nous de gens qui créent de la matière.
Et c'est difficile pour eux, à un moment donné, même s'ils commencent à se commercialiser, ça devient difficile pour eux pour après se développer de façon plus importante. On en voit, mais ça reste de la production artisanale. Et souvent, ils n'ont pas les moyens, les leviers qui leur permettent de se développer de façon plus importante. Donc on en voit beaucoup qui s'arrêtent, qui n'ont pas, et pourtant c'était des beaux produits, mais qui n'ont pas réussi à développer leur matière, leurs produits. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, mais par rapport à ça, c'est vrai que moi qui fais beaucoup de R&D, on investit sur des projets. Et c'est vrai que ces projets, sans le soutien en fait de marques qui vont vraiment pouvoir mettre à grande échelle nos nouveaux matériaux, on se retrouve souvent en fait à faire de la R&D et sans avoir vraiment de but final, parce qu'en fait il nous manque toujours la recherche et développement. Dans le mot recherche et développement, il y a le mot recherche, donc ça aboutit ou ça aboutit pas. Et c'est vrai que sans le soutien de grandes entreprises, généralement, en fait, on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Et c'est vrai que sur certains matériaux, on peut aller entre 3 et 10 ans sur de la R&D, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté, comme le slogan de mon agence, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais en fait, c'est par la volonté qu'on avance, mais c'est vrai que les petits ont besoin des gros pour avancer, et c'est ensemble en fait qu'on crée un peu l'avenir de ces nouveaux matériaux. Voilà. Donc maintenant, il n'y a même plus débat, hein, c'est recyclage et effectivement matière issue du recyclage. Donc on va dire qu'en post-consommation, en architecture, on ne dit plus démolition, hein, on est vraiment en déconstruction, en démantèlement, en réemploi. Aménagement intérieur, c'est pareil. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a des nouvelles matières. En fait, les matières issues du recyclage sont très souvent pour du second œuvre, hein, c'est-à-dire aménagement intérieur, design produit, parce que ça n'a pas forcément à l'échelle industrielle en fabrication. Et puis en mode, nous avons le broyage, le démantelage, le défibrage. Et on a le post-industriel, où là, c'est connu du grand public. On sait qu'on peut récupérer le verre, on peut récupérer les plastiques, ça c'est vraiment dans le quotidien maintenant. Mais en fait, il faut aller encore plus loin, puisqu'on a énormément de gisements d'entreprises qui sont quelquefois obligées d'enfouir. Ça c'est vraiment important. Beaucoup d'entreprises cherchent des personnes pour récupérer leurs déchets. Donc c'est pas forcément ça peut être de très beaux déchets, hein, mais bon, après il faut le récupérer, il faut retravailler avec. Il y en a qui s'en sortent bien, plus que d'autres. Voilà. Disons qu'on a fait le parti pris de ne pas emmener de cuir ni de laine, parce qu'on parlait de vivant et qu'on se disait que les ressources animales n'avaient pas forcément leur place au sein de cette matériothèque. La laine française, c'est un gros sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de la valoriser en France. Et résultat, en fait, la plupart du temps, elle est enterrée ou brûlée. Et c'est vraiment, on a aussi beaucoup de mal à la laver. Et il y a des belles initiatives, notamment avec le collectif Tricolore, qui font un très beau travail par rapport à ça. Et voilà, je vous invite à consommer local. Voilà, là-dessus. Donc il y a aussi la notion de réemploi. Donc nous, on ne fait pas de réemploi. Toutes nos matières sont, on va dire que c'est de la fabrication ou du recyclage. Mais il y a un secteur qui est très développé sur le réemploi. Nous ne sommes pas une ressourcerie. Beaucoup de ressourceries s'appellent matériothèques maintenant. Donc voilà. Et donc, ça, c'est nos grands sujets qu'on rencontre avec nos fabricants, qui sont ces ressources qui vont disparaître, qu'on doit préserver. Le sable et l'eau. L'eau, c'est plus dans le conscient collectif, c'est plus évident. On en a beaucoup parlé. Ça a des répercussions sur le quotidien, mais au niveau de l'artisanat, de l'industrie, c'est voilà, les énergies employées évidemment.
Donc beaucoup d'entreprises peuvent récréer de l'énergie justement en récoltant des sources en biomasse. Et puis de toute façon, le végétal, c'est lié aux conditions météorologiques. Donc des produits comme la paille par exemple, ça s'est tellement développé maintenant, la construction en paille, l'isolation en paille, que la France ne produit plus assez on est obligé d'en importer tellement ça a de succès. Donc après, suivant la météo, je pense qu'on a des divergences, autant pour les agriculteurs pour leurs bêtes, mais aussi dans la fabrication avec le lin, le chanvre, voilà, qui sont des éléments qui n'ont pas besoin d'eau, heureusement, mais voilà. Et là, donc, vous avez une petite sélection sur notre stand de matières avec des déclinaisons, justement, le chanvre dans tous ses états, le lin. Ça vous permet de voir la déclinaison et toutes les choses possibles et innovantes. Voilà. Merci beaucoup, Simon et Léonore. Juste deux petites questions. Premièrement, pour nous aider tous, à quoi il faut faire attention? S'il y a 2 ou 3 critères qu'il faut regarder plus attentivement quand on nous présente des nouveaux matériaux, de nouvelles matières, donc quels sont les faux amis ou disons les points de vigilance qu'on doit avoir? Et deuxièmement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour l'émergence de tout ça? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la capacité à produire en volume? Voilà. La première chose, c'est la composition. Voilà, ça, c'est le maître mot de savoir de quoi le produit est fait. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire, à étudier dès le départ. Disons qu'il y a quelque chose de basico-basique. Déjà, en fait, c'est quand vous achetez quelque chose, regardez votre étiquette. C'est tout bête, mais en fait, faut savoir que la matière la plus utilisée dans le secteur de la mode aujourd'hui, c'est le polyester. Ça représente 80% de ce qu'on consomme au quotidien. Donc c'est énorme. Et bon, vous savez sûrement tous que le polyester, c'est avant tout de la pétrochimie. Donc essayez d'avoir des compositions de vêtements qui ne soient pas trop mélangées. Ce sera mieux pour votre santé et également pour la planète, vraiment. Voilà, mais c'est vraiment, il faut encourager, en tout cas, ceux qui font tout pour justement récupérer des déchets, en faire des nouvelles matières. Donc quand je dis déchets, ça n'a pas un sens péjoratif, hein. Les coquillages, ce sont des déchets, et aujourd'hui, ils sont tous recyclés. Donc ça devient un nouveau marché. Et donc de recycler des matières, avec tous ces gisements industriels, ou pas industriels, ça crée de l'emploi aussi, ça crée des filières, ça crée du circuit court. Et ça, il y a énormément d'initiatives qui sont lancées, mais justement, il faut les soutenir. Et ça, souvent, il faut des projets pour emmener plus haut toutes ces initiatives. Ok, et la deuxième question, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui permettrait d'accélérer tout ça? Est-ce que c'est plus de capacité en volume? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est le prix? Il faut déjà en fait regarder ce qu'on a à disposition localement. Les déchets agroalimentaires, en fait, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, l'idée, c'est que les industriels travaillent avec des jeunes startups et des entreprises pour essayer de trouver des nouveaux matériaux. Mais déjà, les penser déjà en fin de vie. Et pas, en fait, créer pour créer, ça n'a aucun sens, en fait. Ce qu'il faut, en fait, c'est créer en se disant comment on pense la fin de vie. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui est bioplastique, ça a un avenir pour moi qui est énorme. Et il y a les bioplastiques, notamment le PHA, il est fabriqué à base de déchets ou de sédiments marins. Et ça, en fait, aujourd'hui, ce qui bloque, c'est le prix, le coût, qui est encore très cher, et justement qu'il faut... Okay. Mais même des produits moins complexes, ça coûte plus cher. Ok. Alors, très cash, qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces nouvelles marques de basket? Non, mais il faut qu'on est là pour se parler. Bon, non, mais je ne veux pas être super tendre. Je suis désolé. Non, mais c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, mais pas abouti. Donc déjà, il faut déjà s'enlever quelque chose, c'est le cuir vegan n'existe pas. Voilà. Ah ben, on va en parler avec Mariana tout à l'heure. Voilà, donc ça déjà, ça n'existe pas du tout. On a une alternative au cuir. Le cuir, c'est animal et c'est absolument pas vegan. Donc ça, c'est la première chose.
Après, ce n'est pas parce que c'est vegan que c'est écologique non plus. Et le problème aussi qu'on a, et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la colle. Aujourd'hui, les solutions sur des bases aqueuses sont très peu stables. Et voilà. Donc j'invite, s'il y a des gens dans la salle qui font des colles, on est très très intéressés. Voilà. Mais les colles sont instables? Ouais. Non, les colles sur base aqueuse sont très peu stables dans le temps et n'ont pas les mêmes propriétés qu'une colle issue de la pétrochimie. Clairement. Ok. Bon alors, le raisin, le maïs, l'amidon, tout ça, on se fait embarquer dans des histoires bizarres ou alors, on est sur des matériaux qui vont être contre-collés sur des supports qui la plupart du temps vont être en polyester pour pouvoir garantir la longévité d'un produit. Il n'est pas avéré aujourd'hui, clairement, que ce soit des matériaux qui durent dans le temps. Aujourd'hui, la meilleure matière pour faire des chaussures, désolé pour les véganes, c'est le cuir, clairement. Voilà. Après, il faut voir comment c'est produit. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci Simon et Léonore. Profitez de leur présence.